Géographie sacrée de Nazca, géoglyphes, lignes et waka. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette conférence, j'aborderai un thème qui a toujours éveillé l'intérêt des spécialistes et qui a constamment fasciné le grand public. Il s'agit, comme l'indique le titre de la conférence, des fameux géoglyphes Nazca. Nazca, pour les archéologues, est une ancienne culture péruvienne qui émerge et se développe sur la côte sud du Pérou, entre les années 100 avant JC et 650 après JC. Cette culture se distingue par sa céramique fine et polychrome et par ses beaux textiles brodés et peints. Les célèbres géoglyphes tracés sur la pampa, les fameux puquios, c'est-à-dire des galeries filtrantes souterraines, les pyramides du centre politico-cérémonial de Cahuachi en font aussi l'une des civilisations précoloniales, c'est-à-dire avant l'arrivée des Espagnols au Pérou, les plus remarquables du Pérou. Autre caractéristique des Nazca est la pratique de la déformation crânienne et l'iconographie de leurs textiles et de leur céramique qui abondent de représentations de têtes trophées. Il faut dire aussi que les têtes trophées ont aussi été découvertes lors des fouilles de contexte archéologique. On va s'intéresser maintenant au territoire des Nazca. Le foyer de cette culture est le bassin de Rio Grande et sa présence est également confirmée dans la vallée d'Ica. L'aire d'influence de cette culture s'étend entre les vallées de Chincha, de Pisco au nord et des vallées d'Acari et de Yauca au sud. La tradition céramique Nazca touche également ce qu'on appelle la sierra adjacente, c'est-à-dire la montagne, dans les régions de Ayacucho et Huancavelica. En ce qui concerne la situation des géoglyphes, de grandes figures mesurant jusqu'à 200 mètres de long, des lignes de plusieurs kilomètres de long, ainsi que des espaces balayés qu'on appelle campos barridos, connus sous le nom de géoglyphes, ont été tracés ou construits sur les pampas situées entre les villes actuelles de Palpa et de Nazca. Les géoglyphes se concentrent dans la pampa de San José, nommée aussi Humana au Colorado, située entre Rio Ingenio et Rio de Nazca, ainsi que dans la pampa d'Atarco. Il existe aussi quantité de géoglyphes tracés sur les flancs des collines qui longent le Rio Nazca, ainsi que sur les plateaux de Palpa. On va s'intéresser maintenant à la technique de construction des géoglyphes. Il existe beaucoup de mystères et d'interrogations à propos de la construction des géoglyphes. Ces interrogations se dissipent quand on s'intéresse au contexte culturel des Nazca. On sait qu'on est face à une manifestation inventée par des populations qui maîtrisaient des constructions monumentales, comme des pyramides et des canaux d'irrigation. Les Nazca n'étaient pas uniquement, comme on a tendance à le dire, que de simples artisans, qui excellent dans la fabrication des céramiques et des textiles, c'étaient aussi des bâtisseurs. Leurs ingénieurs et leurs architectes étaient capables de édifier des monuments importants, des pyramides, et d'adapter l'architecture à l'environnement. Leur culture matérielle témoigne bien d'une organisation sociale et politique complexe qui permettait aux dirigeants de mobiliser un nombre important de personnes pour construire ces géoglyphes, mais aussi pour participer à des rituels, et ce, sur plusieurs siècles. En ce qui concerne la construction elle-même, dans la région de Nazca, les pampas constituent de grands territoires plats s'étendant sur 300 à 700 km², couvertes d'une couche de sable, de cailloux et de galets gris-rouge. La technique de base consiste à écarter ou à enlever la couche de galets, plus ou moins sombre, pour faire apparaître la couche de sable qui est plus claire, créant ainsi un contraste. Il existe plusieurs façons de construire un géoglyphe. En premier, en enlevant cette première couche et en entassant les cailloux le long de deux tracés, formant ainsi une sorte de muret qui peut être haut de 20 cm à 1 mètre. La technique peut aussi être inversée. Le géoglyphe lui-même est formé par une accumulation de pierres et ses bords sont balayés ou nettoyés. Pour les figures,
on pense à la technique d'agrandissement d'un modèle réduit et donc qui est exécuté sur le terrain à l'aide de piquets et de cordes. La méthode du négatif consiste à éliminer les cailloux autour de la figure en les accumulant en son centre. D'après une expérience menée par Anthony Avini et son équipe, des personnes peuvent apprendre à tracer des géoglyphes en moins de 2 heures. En prenant compte de cette expérience, on peut supposer que 100 personnes peuvent déblayer 2000 mètres carrés en 2 jours. Et la reconstitution d'Avini semble plausible, comme on peut le voir sur les images du PowerPoint. Une fois l'aire délimitée avec des cordes et des piquets, une équipe rassemble et empile les pierres, une autre les enlève afin de définir le tracé et s'assurer que les bords sont bien droits. Un contremaître posté au centre de la ligne dirige des ouvriers tenant des bâtons et installés sur les bords des lignes. En prospectant donc la Pampa, des archéologues ont découvert que les Nazca ont laissé sur place des amas de pierres qu'on peut apercevoir sur les espaces dégagés. La conservation des géoglyphes étonne aussi le grand public. Leur conservation est très simple. Grâce à l'action de l'humidité et de la nuit et à la chaleur du jour, qui permet la fixation des pierres dans une terre argileuse et gypseuse, et au vent qui empêche le sable de s'accumuler, les géoglyphes demeurent à nos jours l'une des manifestations culturelles la mieux conservée. Le manque de plantes ou d'agriculture et de pluie sont aussi à l'origine de la conservation des géoglyphes. En fait, seul l'homme est capable d'effacer les géoglyphes. Ils représentent d'ailleurs un danger permanent. On a l'avancée urbaine, la construction de routes, de lignes électriques et aussi le vandalisme. En ce qui concerne la datation des géoglyphes, on peut se demander comment les archéologues ont daté les géoglyphes et comment on les a associés à la culture Nazca. Il est évident que tous les géoglyphes n'ont pas été construits durant la même période. La complexité des tracés et leur superposition et croisement témoignent de leur remaniement et indiquent que leur construction correspond bien à plusieurs étapes. Les grandes figures telles le singe, l'orque, le colibri sont plus anciennes, viennent après les lignes, puis les trapèzes. La plupart de ces géoglyphes sont datés de l'époque Nazca. Et pour le confirmer, les spécialistes se fondent sur l'analyse de la céramique découverte sur les géoglyphes. Mais cette méthode a ses limites, car on ne peut distinguer qu'un moment de l'utilisation du géoglyphe, quand la céramique a été déposée comme offrande ou cassée sur place lors des cérémonies effectuées sur les géoglyphes. C'est-à-dire qu'on ne peut dater que le moment où a été utilisé le géoglyphe, mais pas sa construction. Il ne faut pas oublier que ces constructions ont constamment subi des remaniements, des balayages et nettoyages rituels, et les restes associés ont été dispersés et se renouvelés constamment sur plusieurs siècles. À cela s'ajoutent les récentes pratiques de balayage, particulièrement ceux des géoglyphes figuratifs, et ce afin d'obtenir une meilleure visibilité et de réaliser des photographies de ces géoglyphes. On a aussi une autre façon de pouvoir dater les géoglyphes, l'analyse de l'iconographie des géoglyphes en la comparant à celle des céramiques et des textiles datés de l'époque Nazca. Il est possible aussi de dater certaines matières organiques qui pourraient se déposer sous la patine de la roche, et ces analyses ont été effectuées et on a des dates qui situent les géoglyphes entre 200 avant JC et 650 après JC. On peut dire que les géoglyphes font partie d'une tradition qui a duré au moins 1000 ans. Ils peuvent être datés entre 400 avant JC et 600 après JC. Ce phénomène donc débute bien avant les Nazca, 200 ans ou peut-être même plus avant les Nazca, lors de la période d'essor de la culture Paracas qui précède celle des Nazca.
Qui a découvert les géoglyphes et qui le premier a réfléchi à leur usage et fonction? Quand on pense aux géoglyphes, on a de suite à l'esprit la célèbre Maria Reiche, mathématicienne allemande qui a consacré sa vie à l'étude des géoglyphes de Nazca. Mais bien avant Maria Reiche, d'autres ont évoqué et analysé ce phénomène. Le premier à signaler la présence de géoglyphes est le chroniqueur espagnol Cieza de León, dans sa chronique du Pérou de 1551, qui évoque des signaux tracés sur le sol, visibles à partir des collines. Cela veut dire que certaines figures, et en particulier les lignes, on peut les voir aussi d'une certaine hauteur ou à partir des collines. Pour les archéologues, par exemple, qui travaillent et qui sont spécialistes des géoglyphes, on peut aussi les apercevoir, même quand on est à même le sol. Au début du XXe siècle, l'aviation militaire péruvienne découvre des lignes et des dessins à grande échelle, tracés sur le sol. Les photos prises par l'aviation militaire vont être un support de travail vraiment important et précieux pendant des décennies pour les spécialistes. Le premier archéologue à s'intéresser aux géoglyphes est Toribio Mejía Gespe. C'est un archéologue péruvien. Il va faire connaître les géoglyphes à un niveau mondial en 1938 au 27e Congrès international des américanistes. Et de là va naître la première théorie sur les géoglyphes qui correspondent donc pour cet auteur à des chemins sacrés. En 1942, Mejía Gespe et le célèbre archéologue péruvien Julio César Tello les mettent en relation avec des conduits souterrains, c'est-à-dire les puquios, et les cimetières de l'époque Nazca. Dans les années 40, Paul Kosok, qui est ingénieur en hydraulique, et Maria Reiche développent la fonction calendérique et astronomique des géoglyphes. On observe que le Soleil s'alignait à l'une des figures à des dates bien précises, le 21 juin et le 21 décembre. Cette théorie sera critiquée par plusieurs chercheurs pour les raisons suivantes: l'irrégularité des dimensions de lignes, le déplacement de la position des astres, les conditions climatiques de cette région qui ne favorisent pas des observations. Une autre théorie très intéressante est celle développée par Johann Reinhardt. La construction des géoglyphes pour cet auteur, ou pour cet anthropologue, chercheur anthropologue, est en relation directe avec des lieux sacrés, notamment des montagnes, et ce, afin de favoriser l'arrivée de la pluie. Dans les années 1990, dans la vallée de Nazca, les travaux de Carlos Farfán et Miguel Pasos de l'Université péruvienne de Federico Villarreal mettent certains géoglyphes en relation avec des sites archéologiques et des nécropoles. Les sites archéologiques, c'est-à-dire des établissements Nazca. Ils observent aussi qu'il y a une sorte de hiérarchie. Donc, les grandes lignes, les lignes importantes, se dirigent vers des sites importants. Et puis, des lignes beaucoup plus modestes se dirigent vers des villages ou des sites dans l'architecture où les monuments sont moins imposants. Depuis les années 2000 et l'évolution de la technologie actuelle appliquée à l'archéologie, comme l'usage du drone qui permet d'enregistrer et de documenter donc des géoglyphes, donc cette technologie a permis la découverte d'autres géoglyphes. Mais la question de la fonction des géoglyphes demeure toujours au cœur du débat. Donc, afin de mieux comprendre la fonction des géoglyphes, il nous paraît important de s'intéresser au matériel associé aux géoglyphes. Qu'est-ce qu'on remarque sur les géoglyphes quand on les prospecte? On remarque une céramique brisée sur place, qu'on peut facilement reconstituer. Sur les géoglyphes, il existe aussi des restes de construction en pierre et des petites structures qui ont été fouillées. Il s'agit donc des petits temples et des autels dans lesquels ont été déposées des offrandes. Un exemple d'une structure qui a été fouillée par des collègues archéologues, une équipe allemande et péruvienne, une structure a livré des pendentifs, des perles, des restes de textiles, des épis de maïs et un coquillage, du spondyle,
dont les fragments ont été taillés. Il faut dire que ce coquillage est un symbole, une métaphore de l'eau et de la fertilité. On le retrouve et on le découvre dans les eaux chaudes au nord, à plus de 2000 km de la région de Nazca. C'est aussi un coquillage qu'on retrouve souvent déposé comme offrande dans les tombes. Dans une autre structure a été découverte une fosse dont la profondeur indique un poteau qui devait mesurer plusieurs mètres de haut. Donc, à partir de l'analyse de ces découvertes archéologiques et de ces travaux, les géoglyphes servent de lieu de réunion de cérémonies périodiques, comme en témoignent donc ces découvertes archéologiques. Les géoglyphes s'inséraient dans un paysage dynamique, en particulier lors des cérémonies dirigées par des protagonistes, qu'on imagine vêtus et parés de vêtements, de coiffes et de masques somptueux. Et donc, on est loin de l'image désolée du désert actuel. Un autre point important à considérer pour comprendre les géoglyphes, il faut aussi s'intéresser à leur lieu de construction. Le choix de ces lieux n'est pas dû au hasard. Ce sont des lieux sacrés. Les pampas bordés au nord et au sud par des fleuves qui se rejoignent pour former un grand tinku ont un sens pour les Nazca. Dans les Andes, tinku, en quechua mais aussi en aymara, signifie rencontre, union de deux éléments ou de deux êtres. Ça peut être un couple, un mariage, mais aussi un combat rituel ou une bataille rituelle. Tout ça est nommé donc tinku. Le rio Ingenio au nord et le rio Nazca au sud, comme on peut le voir sur la carte, se rejoignent pour donner naissance à un grand tinku qui délimite un terrain sacré au sein duquel les Nazca ont construit leurs géoglyphes. Dans les Andes, les aires situées au confluent de deux fleuves sont encore aujourd'hui considérés comme des lieux sacrés associés au culte de la fertilité. La fonction et l'usage des géoglyphes dépendent aussi de leur support. Les Nazca avaient comme support deux communications, les pampas, les flancs des montagnes, les plateaux, qui se prêtaient parfaitement à ces grands dessins, une symbolique destinée aux divinités, mais aussi à un large public. Une symbolique qui peut être, on peut la définir comme rituelle, cérémonielle, etc., mais aussi fonctionnelle. On va commencer par les grandes figures. Les grandes figures conçues en particulier pour être observées depuis le ciel étaient sans doute destinées aux dieux Nazca. Sur les céramiques et les textiles Nazca, ces divinités sont représentées ayant la capacité de voler, tenant des plantes et des têtes trophées. Les géoglyphes figuratifs, tracés d'une seule ligne et dotés d'une entrée et d'une sortie, étaient réservés aux danses et aux marches rituelles. En les empruntant, les acteurs dessinaient des figures vivantes pour communiquer avec leurs dieux. Certains géoglyphes, comme ceux construits sur les flancs de montagne, se voient uniquement d'une certaine distance. On ne peut pas les parcourir et pour l'instant, on n'y a pas découvert des objets ou des restes archéologiques. Ce que visent les constructeurs dans ce cas, c'est un aspect visuel destiné à un large public. Ils fonctionnent en quelque sorte comme des panneaux publicitaires destinés à ceux qui parcouraient les pampas et ce désert. Par ailleurs, les mythes nous aident aussi à comprendre la fonction des géoglyphes. Le mythe du dieu Khon, fils du soleil et de la lune, dont on disait que c'était un homme qui n'avait pas d'ossements, qui s'élevait en volant vers les hautes terres et redescendait de la même façon vers la côte, il engendra les hommes et, par la colère envers eux, avait transformé les terres en désert, commandant qu'il ne pleuve plus, laissant seulement les fleuves d'où ils tirent l'eau nécessaire à leur subsistance. Donc on pense que ces géoglyphes, qui ont un rapport, comme on va le voir, avec l'eau, les grandes figures qui ont un rapport avec l'eau, ont été construits et sont destinés peut-être à ce dieu. Les figures représentées sur les céramiques et les textiles Nazca évoquent
peut être aussi ce dieu, ce qu'on appelle le dieu cône. Les figures représentées sur la pampa dans les mythes et les légendes andins ont un lien avec l'eau. Par exemple, le condor est considéré comme une manifestation des dieux de la montagne. Son apparition sur la côte est en relation avec l'arrivée de l'eau, de la montagne vers la côte. Le colibri est considéré sur la côte nord du Pérou comme le messager des dieux des montagnes. Quand un colibri entre dans une maison, cela veut dire que le dieu d'une montagne demande des offrandes. L'araignée, associée aux travaux de textile, peut être aussi associée à l'eau. Dans les croyances actuelles, sa présence est signe de pluie. En ce qui concerne par exemple le chien ou le renard, une légende inca raconte que le renard est le messager des dieux des montagnes. Il est aussi l'aidant principal d'un dieu de montagne dans la construction d'un système d'irrigation. Donc là, on pense à ces fameux systèmes d'irrigation, à ces fameuses galeries souterraines filtrantes qu'on appelle les puquios. Par ailleurs, les Incas, dans les mythes Incas, ont attaché les chiens et on les laissait aboyer de faim jusqu'à ce que les dieux du climat compatissent et envoient de la pluie. Enfin, le singe est un animal de la selva. Il est considéré comme un protecteur de l'eau, car il est lié à des lieux riches en eau. Et puis, il ne faut pas oublier que les Nazca avaient une maîtrise de leur environnement. Ils connaissaient les nappes phréatiques ainsi que leurs waka et apu, c'est-à-dire les lieux sacrés qui les entouraient. Donc, les spécialistes et les archéologues ont enregistré donc des lignes, des géoglyphes qui pointent directement vers les montagnes, comme on peut les voir sur les images du PowerPoint. D'autres pointent vers des directions signalant le changement des cours d'eau et certains trapèzes donc s'orientent vers les cours d'eau. On peut dire que les géoglyphes et les lignes qui nous paraissent aujourd'hui isolées ou dans des endroits désertiques, les montagnes, les collines, ce qu'on appelle les plateaux, les mesetas de la région de Nazca, faisaient partie du paysage donc culturel des Nazca. Ils étaient connectés aux établissements et aux cimetières. Ils témoignent d'une dynamique religieuse, mais aussi fonctionnelle. Les lignes étaient reliées à des établissements anciens. Un exemple représentatif des géoglyphes de la Pampa de Atarco, relié au célèbre site archéologique de Cahuachi, qui est le principal centre politique et religieux des Nazca. Sur une figure et sur un dessin sur le PowerPoint, on peut voir ces lignes se diriger vers ce que les archéologues appellent des édifices ou des temples de Cahuachi. Donc il y avait un lien entre donc, les géoglyphes et les établissements. Et puis on peut dire aussi qu'une partie des lignes ont été utilisées en tant que chemin. Un exemple parlant, c'est le site de Cahuachi qui est relié à un autre site important, moins connu auprès du grand public, qui s'appelle la Ventilla, par ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin de l'Iguilla. Il y a un chemin qui s'appelle le chemin de l'Iguilla aujourd'hui, qui fait à peu près 11 km, et qui a été à l'origine peut-être un géoglyphe. En tous les cas, ce chemin lie ces deux sites Nazca qui sont des sites importants. Les géoglyphes peuvent aussi fonctionner comme des repères dans le désert qui guident les marcheurs. Ils peuvent aussi fonctionner comme des marqueurs territoriaux, mais aussi des connecteurs. En fait, ils mettent en liaison deux lieux importants qui ont un sens pour les Nazca, reliant ainsi le construit, tels les établissements, et des lieux sacrés tels les collines ou les montagnes. Enfin, et pour finir, il existe encore des communautés aymara, comme les Sabayas, aujourd'hui en Bolivie, qui effectuent donc des cérémonies en haut de leur apu, c'est-à-dire leur montagne sacrée, et dont les participants empruntent un chemin qui relie cette montagne sacrée des communautés Sabaya au village. Donc on les voit sur l'image, la dernière image du PowerPoint, jouant de la musique, descendant de cette montagne en allant vers leur village. Je vous remercie pour votre attention.